Le CIMI 2025 en partenariat avec Solaré IT sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous et bienvenue sur ce salon CIMI 2025. Je suis ravi d'ouvrir le bal en direct de la Porte de Versailles. C'est une première, habituellement on était Porte-Maillot, nous voici Porte de Versailles. Avec ce matin un sujet intéressant qui mobilise fortement les acteurs, notamment du property management. Je veux parler de facturation électronique. Alors on en avait déjà parlé sur le salon Rent il y a quelques semaines. C'est une réforme qui est structurante et qui est parfois perçue comme étant complexe. Mais elle est porteuse de fortes opportunités métiers et puis aussi surtout évidemment technologiques. Alors je suis ravi d'en parler aujourd'hui. D'abord avec Alain Sabatier. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alain, vous êtes directeur général de Solaré IT. Merci d'être là. Odile Bonnet. Bonjour Odile. Bonjour Grégoire. Alors Odile, je suis ravi de vous retrouver parce que vous étiez là au Salon Rennes justement pour nous parler déjà de la facturation. Vous êtes directrice des services clients et partenaires chez SRCI, filiale de Salvia Développement. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être là. Et puis un petit nouveau, Gérard Descaper. Bonjour Gérard. Bonjour Grégoire. Alors Gérard, vous êtes Product Owner chez Solaré IT. Donc je suis ravi de vous recevoir tous les trois. Et peut-être avant d'entrer dans le concret, un mot de contexte. Pourquoi justement cette réforme elle est si structurante pour le secteur du property management? Avec vous Alain. Écoutez, la réforme va effectivement changer beaucoup de choses. On a été habitué au papier depuis quelques années. Il a un peu disparu, ou en tous les cas avec une différentes formes de réception et d'envoi des factures, avec le mail, avec la numérisation, etc. Là, on va rentrer dans un grand saut technologique où la facture en tant que telle va disparaître. On va échanger des flux et non plus du papier. Et donc, pour tous les acteurs, ça va nécessiter de changer les processus de travail, mais ça va aussi permettre une belle opportunité qui va être de pouvoir industrialiser finalement toute la gestion de la facture électronique. Odile, vous voulez compléter ? Effectivement, les flux qui arrivent jusqu'à présent sous format papier vont devoir être dématérialisés. Alors c'est vrai que SRCI, donc nous sommes plateforme agréée numéro 108, en phase de levée de réserve comme la majorité des plateformes agréées. Et on a la chance d'exister dans ce microcosme de la facture électronique depuis plus de 40 ans, puisqu'on travaillait déjà en EDI jusqu'à présent. Et donc l'exploitation effectivement de formats structurés est une opportunité effectivement pour les personnes qui jusqu'à présent manipulaient plutôt du papier. Ça va être vraiment une opportunité d'automatiser les process de traitement en interne des différentes factures qui arrivent ou qui partent. Ça va aller plus vite pour tout le monde, j'imagine. C'est ça, c'est l'objectif en tout cas, ouais. Oui. Exactement. Alain, c'est assez intéressant, Solaré, c'est une société qui est franco-belge. Alors d'une part et d'autre de la frontière, ça va pas à la même vitesse. Justement, vous avez donc cette double lecture de la réforme, on en est où aujourd'hui ? Alors pour la Belgique, ça va aller un peu plus vite que pour la France, puisque l'obligation sera au 1er janvier 2026, donc demain, dans quelques jours maintenant. Les Belges vont être prêts avant les Français. Exactement. Sur un format un peu plus, un peu différent, puisque ça doit être une construction européenne, il y a des similitudes et des choses un petit peu différentes. Mais en Belgique, on va s'appuyer sur le réseau PayPal, qui était déjà utilisé notamment pour la facturation B2G, donc vers les organisations gouvernementales, notamment en Belgique. Et là, ça va vraiment s'étendre à toutes les entreprises. Contrairement à la France, ça ne sera pas par palier, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde doit y passer au 1er janvier 2026. Donc nos clients sont prêts maintenant, pour la plupart. Il reste quelques-uns sur lesquels on est en train de faire le déploiement, parce que la réforme n'attendra pas. Bon, même si le gouvernement belge a dit, allez, pendant 3 mois, tolérance. On sera cool, on va dire, mais c'est maintenant directement devant nous. Ouais, mais 3 mois, ça va vite, donc il va falloir être prêt quand même assez rapidement, pour ceux qui ne le sont pas. C'est ça, je pense que beaucoup de gens, comme en France, se sont dit que ça allait traîner un peu, mais là, maintenant, ils sont au pied du mur. Mais c'est vraiment une opportunité, c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous sentez qu'il y a encore des entreprises qui se disent « ça va, j'ai le temps » Alors, jusqu'à la rentrée, elles se le disaient. La confirmation de l'agenda fait que maintenant, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas le choix. Ouais. Parfois un petit peu tard. C'est-à-dire que quand on nous appelle le 5 décembre pour nous dire comment on fait au 1er janvier, voilà, il va falloir se dépêcher un peu. En tout cas, je peux témoigner, c'est ce que je vous disais hors antenne, pour même les toutes petites structures, donc les indépendants. J'ai reçu hier un mail de ma banque qui me disait d'être prêt pour cette réforme. Donc ça veut dire que vraiment, il faut s'y préparer.
Alors vos clients, vous prenez la parole tous quand vous le souhaitez. Vos clients, ils sont principalement issus donc de l'immobilier tertiaire. Quelles obligations spécifiques pèsent sur eux? On va dire que de manière générale, les clients, les utilisateurs d'applications du logiciel tertiaire n'ont pas des besoins fondamentalement très différents des autres acteurs, donc ils vont être soumis à la réforme de la même manière. Maintenant, on a quand même un certain nombre de données, effectivement, dans le socle de la facture électronique qui sont utilisées différemment. Lorsqu'on travaille sur de la facturation de gestion locative, on a typiquement, par exemple, des appels de provision et des décomptes de charges. Eh bien, tout ça demande une structure un petit peu particulière. On a aussi peut-être une particularité au niveau de l'assujettissement TVA, parce qu'on travaille aussi avec typiquement des organisations de copropriétaires qui ne sont pas assujettis, donc qui ne vont pas être soumis à la réforme. Donc on va devoir travailler avec un système hybride, avec la facturation électronique et la facturation classique, avec parfois même des trous, je vais dire, dans la législation qui ne clarifie pas très bien comment la TVA va être récupérable, par exemple, pour ceux qui reçoivent une facture ne venant pas de la facturation électronique. Donc il y a différents aspects, effectivement, qui demandent un peu d'attention particulière pour le métier. Et dans ce cas-là, c'est important de s'adapter à chacun des clients. Exactement. Donc là, il y a vraiment un travail de fond qui vise à gérer vraiment ce qui nous concerne dans le métier, dans toutes ces possibilités. Après, je pense qu'une des particularités en property, c'est que, notamment en facture reçue, l'idée c'est derrière de pouvoir gérer des répartitions de charges. Et donc aujourd'hui, vous avez une facture qui arrive éventuellement dans un parapheur et puis quelqu'un qui l'a noté pour dire ça on va l'imputer comme ça ou comme ça pour faire de la répartition. Demain vous allez recevoir un flux. Il n'y a plus de support physique. Et donc il va falloir trouver des manières intelligentes pour les gestionnaires pour pouvoir continuer à faire derrière les imputations pour les répartitions derrière. Et donc c'est là que les solutions technologiques typiquement vont pouvoir les aider à gagner du temps sur cette imputation pour que in fine les répartitions de charges soient correctes, puisque c'est une obligation légale, évidemment, de répartir les charges convenablement sur les locataires. Et quand vous dites qu'il va falloir trouver des solutions intelligentes, j'imagine que de toute façon, vous accompagnez vos clients qui vous font aussi des retours et en fonction, vous vous adaptez au fur et à mesure. Tout à fait, donc à différents niveaux, que ce soit au niveau de la plateforme, et Adil y reviendra peut-être sur la répartition quand les flux arrivent pour savoir vers où les adresser, et puis au sein de nos applications, en fait, on va notamment mettre des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour aider en fait les utilisateurs à pouvoir gérer les imputations des factures, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais, quand même, excellente passe, mon cher Alain, vers vous, Odile, parce que côté SRCI, vous êtes donc le plateforme agréée, ce qu'on appelle une PA, j'ai appris ça. Donc quel rôle justement va jouer la plateforme agréée dans cette nouvelle chaîne de valeur ? Alors la plateforme agréée, elle a un rôle très important, c'est par rapport à la gestion de l'annuaire. Au niveau de la réforme de la facturation électronique en France, on a mis en place un annuaire qui va répertorier en fait toutes les adresses électroniques de facturation des entreprises. Ce qui fait que demain, une facture arrive, normalement, elle doit être identifiée au niveau de l'adresse de facturation de réception. Et donc, la plateforme agréée qui reçoit la facture, c'est effectivement à qui elle doit la transmettre. Okay. Donc, on peut avoir des adresses de facturation électronique selon différentes, syntaxes. Et pour éviter de perdre des factures, il y aura toujours la syntaxe au niveau le plus macro, c'est-à-dire au niveau du sirène de l'entreprise. Okay. Donc si une facture arrive au niveau sirène de l'entreprise, si derrière elle est à ventilée effectivement vers différents ERP, par exemple il faut les envoyer vers Solare, mais il faut potentiellement pouvoir en envoyer d'autres vers d'autres ERP. On va pouvoir, la plateforme agréée va pouvoir s'appuyer sur des données internes à la facture, qui sont dans la facture, et définir des règles de routage pour pouvoir ensuite les envoyer vers les bons ERP pour le traitement qu'évoquait Alain, par exemple, s'il y a des calculs de répartition, de provision de charges, etc. Et j'imagine que cette partie routage, justement, c'est la partie la plus compliquée. C'est pas forcément la partie la plus compliquée parce qu'en fait on s'appuie quand même sur des flux. Si les règles sont bien établies. Exactement, et comme on est sur des flux structurés, il y a quand même des normes aujourd'hui qui sont importantes à respecter par les entreprises au niveau du format des factures. Ces normes-là,
EN 16931 pour ne pas la nommer, et ses extensions. Et ces extensions, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage possibles au niveau des factures. Donc il faut vraiment que ces normes soient bien utilisées dans les ERP d'émission et aussi de réception, bien sûr, pour que tous les champs qui sont nécessaires justement pour effectuer ce routage et cette compréhension du cas d'usage dont il est question puissent être traités par la plateforme agréée. Peut-être qu'on peut un petit peu plus rentrer dans le détail justement du routage, parce qu'avec cette réforme, c'est ce qu'on appelle le routage intelligent, vous m'en aviez parlé, on en parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus rentrer dans le détail et dire ce qu'il y a derrière? Et peut-être ensuite Gérard, après, si vous pouvez rajouter. Alors, le premier niveau de routage, c'est déjà quelle est l'adresse de facturation électronique qui est renseignée dans cette facture. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose de très macro. Donc, l'entreprise qui utilise la plateforme agréée SRCI va avoir la possibilité de paramétrer des règles de routage complémentaires qui s'appuieront sur des métadonnées de la facture. Donc, par exemple, si c'est une facture qui présente tel code tel numéro de devis, par exemple, parce qu'en général, une facture, on essaye de l'envoyer avec la référence du devis. Mais si c'est tel numéro de devis, dans ce cas-là, le paramétrage pourra dire, dans ce cas-là, envoyer vers le ERP Solaré ou envoyer vers un autre ERP. Ok. Gérard ? Oui, donc pour compléter un peu cet aspect de routage, je dirais qu'il y a encore un autre élément aussi, c'est que dans la réforme de facturation électronique en France, l'État a voulu structurer aussi des cas d'usage. Et ces cas d'usage impliquent facultativement des acteurs complémentaires. On peut par exemple avoir un tiers payeur dans le circuit. Et bien dans ce cas-là, l'APA va aussi s'occuper d'acheminer automatiquement la facture vers le tiers payeur. Ça, c'est un autre exemple de routage. Il y a aussi, en ce qui nous concerne plus, nous, Solaré, on va aussi permettre, lorsqu'on reçoit une facture qui ne nous est pas destinée, de l'analyser avec des règles intelligentes. On va utiliser l'IA pour permettre de structurer ces règles-là pour éventuellement la rediriger vers un autre acteur. Et enfin, je dirais qu'il y a peut-être encore un troisième axe de routage important, c'est qu'on a pas mal de clients qui utilisent pour gérer leurs factures plusieurs dossiers comptables. La facture s'adresse évidemment à un seul client, mais à l'intérieur de ce client-là, on souhaite comptablement classer les factures à différents endroits et donc on a encore un routage interne à faire et c'est également une possibilité qui est équipée par nos outils. Alors Gérard, justement, vous avez parlé d'intelligence artificielle, qui est évidemment le thème dont on parle maintenant depuis 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce qu'on peut expliquer exactement quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans tout ce processus ? Et qui veut intervenir, peut-être commencer par vous, Gérard ? Tout à fait. Donc c'est effectivement, en ce sens, la réforme a été une opportunité d'introduire des technologies émergentes pour traiter les données, pour enrichir les processus. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent d'agent. Donc un agent, c'est une sorte de boîte de traitement qui va d'une part se connecter à un modèle de langage, donc une IA, ChatGPT, Gemini, Anthropic, qui va aussi se connecter à un système d'information, comme notre logiciel par exemple, et qui va recevoir en entrée un input qui peut être des injonctions d'utilisateurs, qui peut être un flux de données à traiter, et qui va, en fonction de ça, intelligemment questionner le système d'information, traiter les données et produire des actions de traitement de la facture. Donc ça, c'est une première approche, une approche théorique sur laquelle on a beaucoup réfléchi, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Parmi ces problèmes-là, on a par exemple le fait que les agents de traitement IA n'ont pas un traitement reproductible. Si on présente 2 fois la même facture, il ne va pas nécessairement donner le même résultat. Et donc ça, c'est typiquement un problème qui est quand même gênant. Pour la bonne gouvernance, ce n'est pas idéal. On a aussi un autre problème, c'est que la problématique de la privacy. Donc on a dans la facture des données privées, évidemment, qui ne doivent pas être communiquées à une intelligence artificielle publique. Donc il y a différents moyens d'éviter cela, évidemment, mais ça reste quand même des solutions qui sont soit coûteuses, soit un peu difficiles, etc. Ça veut dire qu'elles vont être aussi améliorées avec le temps ? Oui, bien sûr. Mais néanmoins, nous avons voulu délibérément prendre une approche totalement différente et assez originale. C'est-à-dire qu'on a plutôt utilisé l'intelligence artificielle pour permettre à l'utilisateur, un utilisateur qui a le rôle de configurateur des processus dans l'entreprise, on va lui permettre d'exprimer en langage naturel des règles de traitement.
Et c'est là que l'intelligence artificielle va intervenir, c'est qu'elle va analyser l'injonction de l'utilisateur pour produire une règle de traitement et elle va la coder dans un langage algorithmique classique. Et donc on va se retrouver à ce moment-là avec des règles qui ont été générées par l'intelligence artificielle et ce sont ces règles qui tournent dans un système classique de traitement qui vont prendre les données. Donc on ne les soumet plus à l'intelligence artificielle, on les soumet à un algorithme et cette collection de règles va constituer le processus de traitement de la facture. Alain, est-ce que vous voulez compléter et peut-être aussi nous dire côté property, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, elle change la donne ? Peut-être pour effectivement compléter un peu l'idée sur en tout cas le traitement que nous on va proposer là, c'est qu'aujourd'hui par exemple on avait beaucoup de clients qui utilisaient des solutions d'OCR et sur ces solutions la facture arrive, vous la visualisez et vous pouvez dire tiens quand je trouve ça sur la facture alors il faut la traiter comme ça. Évidemment demain avec un flux c'est beaucoup moins intuitif et donc c'est bien effectivement l'idée que via les écrans et via ces injonctions que va pouvoir donner l'utilisateur, il va pouvoir dire voilà si je reçois une facture de je dis n'importe quoi, fluide, alors il faut que je l'impute de cette manière-là. Et automatiquement, la machine va apprendre. Et je pense que demain, il y aura... Évidemment, ça c'est un cas concret, parce que toujours on parle d'intelligence artificielle, mais la question c'est vraiment les cas d'usage, qu'est-ce qui va apporter de la valeur pour nos clients et pour les utilisateurs. Et donc c'est vraiment un premier sujet, mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels on travaille pour pouvoir faciliter la vie. L'idée c'est toujours faciliter la gestion, sachant qu'on a beaucoup de clients qui ont des très gros volumes. Donc on en parle de factures, on peut avoir 40, 50, 100 000 factures entrantes à l'année. Vous imaginez s'il faut demain revenir au traitement papier ou un équivalent parce qu'on a du mal à gérer les flux, ça c'est pas possible. Et est-ce que c'est possible que les clients, parce qu'ils ont plusieurs activités, ils aient plusieurs plateformes agréées en fonction de leurs activités ? Et du coup, comment est-ce que, s'ils ont plusieurs plateformes agréées, comment est-ce qu'on gère ça ? Odile ? Alors effectivement, rien n'interdit à un client d'avoir plusieurs plateformes agréées, que ce soit pour la réception ou pour l'émission de ses factures. Souvent, c'est lié à certains outils métiers qui imposent leur plateforme agréée. Néanmoins, quand on regarde une plateforme agréée comme SRCI, nous, on est vraiment en capacité de traiter des flux, quel que soit l'ERP de destination ou d'émission. Parce que justement, on a cette souplesse de paramétrage qui va permettre d'adresser, de router les factures vers les bons ERP une fois qu'elles sont reçues ou de les émettre quel que soit l'ERP. On est tenu toute plateforme agréée est tenue de présenter une API qui est conforme à la norme de la FNOR, la 012. Et donc ça permet, en fait, c'est le gros avantage finalement pour l'utilisateur, c'est qu'il n'est pas pieds et poings liés avec une plateforme. Il peut très bien utiliser n'importe quel outil du marché pour pouvoir ensuite se connecter avec une autre plateforme. Et c'est aussi un bien aussi pour les éditeurs, parce qu'un éditeur comme Solaré, forcément, développe un connecteur avec cette API normalisée, et donc et du coup forcément compatible avec l'API SRCI du groupe, heureusement. Ouais. Mais potentiellement, si un utilisateur, un client final utilisateur de Solaré souhaite utiliser une autre plateforme agréée que SRCI, c'est bien dommage, mais ça sera tout à fait possible effectivement, puisqu'il y a cette notion d'API standardisée. Et j'imagine qu'être dans le même groupe, Solaré, SRCI, savoir que ça fait partie d'un même ensemble, c'est un plus ? Carrément, parce que c'est vrai qu'avec Gérard et Alain, on travaille régulièrement ensemble. Je crois qu'on s'appelle presque deux ou trois fois par semaine, justement, pour suivre les avancées des travaux des uns des autres, notamment sur l'IA, dont on va sans doute effectivement s'inspirer très fortement dans le cadre de la plateforme agréée. C'est hyper important d'être... Peut-être juste pour compléter, effectivement, ce qu'il y a, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, la loi prévoit plein de cas d'usage sur les factures. Et en fait, le fait d'être dans le même groupe, ça nous permet, nous, de travailler effectivement sur les usages propres au property, les cas particuliers qu'il va y avoir, et du coup, de travailler effectivement directement avec SRCI aussi pour leur dire, tiens, attention, dans notre cas, dans notre métier, on va avoir ce besoin-là. Et donc, du coup, de pouvoir proposer aux clients la solution la plus complète. J'entends. Par définition, nous, on pourra traiter tous les cas d'usage, mais c'est vrai que les éprouver sur des cas concrets, ça permet effectivement de conscientiser un petit peu plus ce qui nous attend demain et ce qui peut paraître un petit peu abstrait.
pour un utilisateur, puisque effectivement on n'est plus sur du papier, on est sur du flux structuré, donc se rendre compte que ça va bien partir dans les bonnes directions et au bon destinataire, c'est important. Et comment est-ce qu'on fait la différence entre les plateformes agréées ? Est-ce qu'on a des options clés pour nous permettre justement de nous démarquer un peu des autres ? Très bonne question, merci Grégoire. Ça fait plaisir. Effectivement, les plateformes agréées peuvent proposer des options complémentaires et nous, en l'occurrence, SRCI, notre plateforme agréée, propose des services additionnels. Typiquement, si on évoquait tout à l'heure des besoins de workflow de validation, on peut proposer effectivement un parapheur électronique qui peut, une fois que la facture arrive au niveau de la PA, être directement déposée dans un workflow de validation. On a aussi des fonctionnalités complémentaires, par exemple l'archivage à valeur légale. Donc c'est pas une obligation réglementaire pour les plateformes agréées de le proposer, pour faciliter la vie. Mais du coup l'archivage réglementaire des factures, c'est quelque chose d'important dans la mesure où qui dit facture dit à un moment donné peut-être que je vais pouvoir être contrôlé par des services fiscaux, et dans ce cas-là j'ai besoin de présenter les factures, mais pas que les factures. Donc c'est une solution d'archivage pour les factures, mais potentiellement aussi pour d'autres documents qui vont constituer la piste d'audit fiable dont aura besoin la personne pour répondre à son contrôle. Des fonctionnalités aussi, Alain en a parlé d'ossérisation, parce qu'il y a encore des factures papier qui peuvent arriver. Ça va pas. On risque d'en avoir encore pendant quelques mois. C'est ça, parce que les petites entreprises, elles vont être obligées, dans l'obligation d'émettre, mais qu'à partir de septembre 2027 en France. Donc on peut encore recevoir des factures papier, des petites entreprises et micro-entreprises, mais également potentiellement des factures qui proviennent de l'international. On a un certain nombre de clients qui aujourd'hui reçoivent encore leurs factures de l'international sous format papier. Donc tout ça pour essayer si on veut rationaliser le flux à un certain moment pour tout ce qui arrive déjà de façon dématérialisée, ces sources de factures non dématérialisées, on fait tout pour les faire rentrer dans le pot commun pour que les process derrière dans l'entreprise puissent être les mêmes de bout en bout. Et le plus simple possible. Allez, dernière question pour conclure. Alain, peut-être qu'elle est pour vous celle-ci. Quel message vous voulez faire passer justement aux professionnels de l'immobilier tertiaire qui nous écoutent sur ce salon CIMI ? Surtout, n'attendez pas. Anticipez. Maintenant, on commence à avoir des textes qui sont clairs, les acteurs sont préparés. Oui, a priori, on y va sur cette réforme, c'est bon. Il semblerait que cette fois-ci, ils n'aient pas prévu une nouvelle possibilité de report. Je pense qu'ils ont un peu tout épuisé. Et donc n'attendez pas, ne vous réveillez pas en juillet l'année prochaine pour dire comment on fait, parce que ce sera un petit peu tard. Il y aura un peu d'embouteillage probablement sur la ligne. Et donc, il faut vraiment anticiper cette réforme et essayer justement d'attraper les opportunités qu'elle amène. Donc oui, c'est une contrainte quelque part, mais il faut transformer la contrainte en opportunité et nos outils permettent clairement d'y répondre. Et c'est vrai que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, dans un webinaire, j'ai eu encore des questions de personnes qui disaient mais ça peut pas être reporté. Et non. On a tellement l'habitude que tout soit reporté en France que... L'article 28 du projet de loi de finances a été validé par le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc même si le projet de loi de finances, il est encore pas rendu, n'empêche que ça a été, il y a certaines parties qui sont quasiment inscrites dans le dur, et la ministre Amélie Montchalin a bien insisté le 25 novembre pour dire que le calendrier il était intangible. Il n'y aura pas de report. Donc préparez-vous. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Très concret, très éclairant. Une table ronde que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Imo ou sur l'application. Et puis, si vous avez des questions pour nos amis, il y a un stand Solaré qui est situé sur le salon. En G71. G71 pour être précis. Odile, vous y êtes aussi ? Tout à fait. Bon, très bien. Merci encore à tous les trois. Et puis, je vous souhaite un bon salon CIMI. Merci Grégoire. Le CIMI 2025 en partenariat avec Solaré IT sur Radio Imo et Radio Territoria.